Donc, je vais partir du titre qui a été donné à cette conférence, Accompagnons nos enfants avec bienveillance, pour dire que c'est probablement ce que tous les parents ont toujours voulu faire, accompagner leurs enfants. Accompagner, ils ne doivent peut-être pas employer ce verbe-là, mais en tout cas, bienveillance, oui, étymologiquement, bienveillance, ça veut dire bon vouloir, hein. Ils voulaient le bien de leurs enfants, et c'est même pour ça qu'ils les battaient comme plâtre. Parce que depuis des millénaires, on conseillait, on recommandait de battre les enfants. Et même si on n'écoutait pas, même si on n'avait pas dans la tête les proverbes qui disaient qu'il fallait les battre, on avait dans le corps ce qu'on avait subi et ce qu'on était porté à reproduire par le simple fait de l'avoir subi. Donc la bienveillance, ben, ça ne suffit pas tout à fait. Et en plus, la conséquence du fait d'avoir battu les enfants, c'est que ça nous a donné paradoxalement une mauvaise idée des enfants. Quand on a été battu, on se dit ah bah, si on est obligé de me battre pour que je devienne un adulte convenable, c'est vraiment que j'étais nul, que j'étais mauvais au départ. Et on reste plus ou moins sur cette idée, on est mauvais. On est EST et on est NAI, accent circonflexe T, mauvais. Et il existe une foule de théories, ne serait-ce que celle du péché originel, hein, qui nous disent cela, que nous naissons mauvais. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a une phrase d'Emmanuel Kant, un philosophe allemand, qui me paraît extraordinaire. Il disait que nous sommes faits d'un bois si tordu qu'on aurait beaucoup de mal à en tirer quelque chose de droit. Voilà, nous sommes faits d'un bois tordu. Nous naissons tordus. Et ça, c'est une conviction qui est vraiment restée. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que nos ancêtres n'auraient pas employé le verbe accompagner, ils auraient dit corriger, redresser, corriger, et ça veut dire redresser, remettre droit ce qui était tordu au départ. Donc, je vais partir de là pour essayer de voir ce qui nous permet d'aborder les enfants d'une autre façon. Et je crois que nous avons des bases solides pour le faire maintenant. Il y a des recherches qui ont été faites récemment, et certaines dans les toutes dernières années, qui montrent vraiment que les enfants ne correspondent pas du tout à cette image d'un bois tordu. Et que nous devons changer de regard sur eux, si nous l'avons déjà fait. Je pense que si vous êtes là, c'est probablement que vous l'avez déjà fait. Donc je commencerai par évoquer s'il y a de neuf sur l'enfance, ce qu'on sait de neuf aujourd'hui sur les enfants. Ensuite, j'aborderai la question des effets produits par le système traditionnel d'éducation sur précisément ce que l'on a découvert récemment. Ensuite, quel comportement est cohérent avec ces connaissances nouvelles. C'est là-dessus que je terminerai. Donc, quoi de neuf sur les enfants? Il y a des choses qu'on savait depuis très longtemps, mais on n'avait pas bien, je crois, pris conscience à quel point c'était vrai. Le fait que l'enfant, comme l'homme, est un animal social. Quand je dis animal, ce n'est pas du tout péjoratif. C'est notre base est tout de même une base animale. Nous sommes des primates. J'aime bien la phrase du docteur Cohen-Solal qui disait « La meilleure partie de l'homme, c'est l'animal. C'est l'animal qui est en lui. » Nous naissons avec de bonnes dispositions animales. Alors ces dispositions, donc, on les connaît bien, assez bien aujourd'hui. La première dont je parlerai, c'est l'attachement. L'attachement qui a été étudié surtout à partir des études d'un psychanalyste, John Bowlby, dans les années 50, et qui a été étudié de très près dans les décennies qui ont suivi, c'est cette tendance des bébés dont l'organisme sait qu'ils ne peuvent pas survivre s'ils ne sont pas soutenus, portés par des parents, et donc le bébé fait tout pour nouer des liens avec les parents. C'est l'attachement, et il commence dès le début. Vous savez qu'un enfant, si on le met sur le bébé qui vient de naître, si on le met sur le ventre de sa mère, il est capable, au bout de quelques minutes, de se diriger vers ses seins, comme d'ailleurs le font les petits chats, les petits chiens avec les mamelles de leur mère, hein,
Mais, alors, c'est à la fois un comportement alimentaire, mais c'est un comportement qui crée un attachement formidable avec la mère, puisque ça déclenche un flot d'ocytocine, cette hormone de l'allaitement, qui est aussi l'hormone de la tendresse. Et donc, il y a un travail réciproque là, qui se fait entre le bébé et l'enfant, qui est assez extraordinaire. Et le bébé a toutes sortes d'autres moyens de créer l'attachement. D'abord, ces cris, les pleurs de bébé qui viennent de naître, qui sont absolument déchirants et qui sont un appel extraordinaire. Et puis après, les sourires, les bras tendus, tout ce qui fait que les bébés nous attirent et vraiment font la moitié du chemin vers nous. Donc l'attachement, c'est quelque chose de très important et c'est bien une fonction relationnelle, une capacité relationnelle. Ensuite, vous avez l'imitation. Très tôt, très tôt, les bébés se mettent à imiter. Ça a été mesuré, je ne sais plus combien, au bout de combien d'heures, un bébé est capable, si on lui tient la tête, c'est-à-dire qu'il n'avance pas dans tous les sens puisque son cou est trop faible, mais si on lui tient la tête, il est capable de reproduire des mimiques qu'on a devant lui, si on lui tire la langue, si on ouvre la bouche, il reproduit parce qu'il a dans le cerveau des neurones qui ont été découverts récemment, dans les 20 dernières années, et qu'on appelle les neurones miroirs, qui font qu'il enregistre tout ce qu'il voit. Il enregistre pour s'apprêter à le reproduire. C'est-à-dire que tous les comportements que nous avons devant des enfants ouvrent un chemin dans son cerveau et le préparent à les reproduire. Alors, vous pouvez imaginer toutes les conséquences que ça peut avoir selon les comportements que nous avons. Troisième comportement relationnel, tout aussi extraordinaire, c'est l'empathie. La capacité d'empathie qui se développe chez les bébés aussi assez vite, qui leur permet de reconnaître les émotions sur le visage, de communiquer par les émotions. Tout le monde sait que dans une maternité, quand un bébé se met à pleurer, déclenche les pleurs des autres, alors que, paraît-il, ils ne réagissent pas de la même façon si c'est un petit singe qui crie. Ils sont faits en quelque sorte pour capter les cris des autres bébés, s'associer aux émotions des autres bébés. Et ça, c'est une capacité extraordinaire qui est la base de la compassion. La base de compassion, souffrir avec. Et c'est la base, on peut dire, de la morale, de l'éthique, puisque c'est ce qui nous permet de comprendre ce que ressentent les autres et de nous comporter en fonction de l'effet que nous produisons sur les autres. Donc là aussi, c'est une capacité relationnelle extraordinaire. On a découvert aussi récemment que les bébés, très tôt, je crois vers l'âge de 18 mois et peut-être même avant, sont capables de commencer à se consoler les uns les autres, d'être portés à se consoler quand ils voient notre bébé pleurer. Autrement dit, c'est une qualité extraordinairement positive. Et si vous pouvez, regardez sur Internet des expériences d'un scientifique allemand qui s'appelle Warneken, V-A-L-N-E-K-E-N, vous pourrez voir que des bébés qui commencent à marcher viennent spontanément en aide à quelqu'un qu'ils voient en difficulté. Si quelqu'un devant eux laisse par exemple tomber un objet et fait mine d'essayer de le rattraper mais de ne pas arriver à le rattraper, eh bien le bébé s'approche, même s'il est obligé de se traîner sur son derrière, il s'appelle de franchir des obstacles, même il s'approche, il ramasse l'objet et il le tend vers celui qui cherche à le ramasser. Autrement dit, c'est vraiment à la base le fonctionnement de l'entraide qui est déjà chez le bébé, c'est dire à quel point c'est un être social. Donc, vraiment des qualités relationnelles extraordinaires chez les bébés et découvertes tout récemment. Mais il y a aussi le fait que le bébé a deux volontés, si on peut dire, l'organisme du bébé a deux volontés, vivre et vivre avec. C'est ce que je vous disais à propos de l'attachement. Et pour vivre avec, eh bien, il est prêt à s'adapter à tout, c'est-à-dire à s'adapter au pire. Si les parents ont un comportement qui est un comportement violent, tout à fait inadapté, eh bien, le bébé cherchera à s'adapter à ce comportement avec tout ce que ça peut entraîner de déviation chez lui. Mais il le fait toujours pour vivre et vivre avec
les autres. Un psychologue danois, Jesper Juul, dont je vous recommande la lecture, Juul, ça s'écrit, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, J-2-U-L, écrit que les enfants sont avant tout coopérateurs. Ils cherchent à coopérer avec leurs parents. Et quoi que leurs parents fassent, ils cherchent à coopérer. Donc, c'est dire à quel point nous pouvons avoir d'influence simplement par notre propre comportement. Et en particulier, ils peuvent coopérer en se soumettant aux parents. Ou bien, alors on se plaint souvent de la désobéissance des bébés, des enfants, mais la soumission, ça n'est pas obligatoirement mieux. Si c'est la soumission, l'habitude de se soumettre à la violence, de se soumettre à des comportements tout à fait inacceptables. Donc, les enfants sont à la fois ont d'extraordinaires qualités pour vivre en société, en même temps ils sont extrêmement vulnérables, puisqu'ils s'adaptent comme ils peuvent, c'est leur rôle de s'adapter aux adultes. Alors, j'ajoute, là j'ai parlé des capacités relationnelles des enfants, mais ils ont aussi des capacités d'auto-conservation, sur lesquelles je reviendrai, peut-être que l'affaire à moi que j'oublie d'en parler, mais ces deux capacités, c'est le système immunitaire, donc qui assure leur santé, qui protège les diverses maladies, et c'est le système de sauvegarde qui fait que lorsqu'ils perçoivent, par leur sens, ils perçoivent un danger, tout de suite, leur organisme se met en position d'alerte. C'est le stress, le stress qui est quelque chose d'excellent, parce que ça permet à notre organisme de se mettre en position pour soit fuir, soit se défendre. Et vous savez que c'est tout un système d'hormones qui se met en marche, qui, s'il peut fonctionner normalement, et ensuite, si l'équilibre revient, n'a aucune conséquence, mais si les stress se répètent, alors là, ça peut avoir des conséquences graves sur lesquelles je reviendrai. Donc voilà ce qu'on sait de neuf sur enfin ce qu'on sait, il y a sans doute beaucoup d'autres choses qu'on sait, mais ce sur quoi je voudrais insister dans cette causerie. Alors, en quoi consistait maintenant le système d'éducation traditionnel? Je vous ai dit qu'il consistait à redresser l'enfant, à le corriger, à le faire marcher droit, comme on disait, et d'où l'utilisation de la violence comme moyen normal d'éducation, de la force, de la violence, de la contrainte, comme moyen normal d'éducation. À partir du travail que j'ai fait depuis environ une douzaine d'années, je peux vous dire que ce système, il fonctionnait pratiquement partout, sur tous les continents, aussi même malgré les océans qui les séparaient. Il fonctionnait depuis très très longtemps, au moins depuis 5000 ans, puisque 5000 ans c'est l'apparition de l'écriture, et par l'écriture on voit tout de suite apparaître des proverbes qui disent qu'il faut frapper les enfants. Dans toutes les sociétés, on voit cela. C'est donc bien une constante de l'humanité. Alors on pourra se demander si c'est inné ou non, je ne le crois pas, en fait, bon, ça pourra être une discussion que nous pourrons avoir après. Donc partout depuis au moins 5000 ans, pendant toutes les années où se forme le cerveau des enfants, c'est-à-dire pratiquement souvent de la naissance, ou presque, jusqu'à la majorité. Vous savez que dans les sociétés anciennes, la majorité, ça venait vraiment très très tard. Les jeunes hommes de 25-30 ans, ils obéissaient encore à leur père et ils pouvaient encore subir des coups de la part de leur père dans les sociétés patriarcales. Cette violence, les enfants la subissaient de la main même de leur modèle, et les modèles les plus proches qu'ils avaient, c'était les parents, bien sûr, et ensuite, une fois qu'ils allaient, si école il y avait dans leur société, eh bien, c'était leur maître d'école qui utilisait exactement les mêmes procédés. Alors, c'était les parents, les maîtres, c'était les aides de référence. Donc, on voit l'effet que ça pouvait avoir sur de jeunes esprits. La violence, elle était appliquée par toutes sortes de moyens, très souvent des coups donnés soit à main nue, soit avec des objets divers de toutes sortes, et souvent avec une violence terrible. Donc, pendant très longtemps, ça a été vraiment, les enfants étaient bastonnés. Rien de comparable avec ce que nous pouvons voir aujourd'hui,
Et c'était considéré comme normal, c'est pas de la maltraitance, c'était bien, il fallait faire ça, pour que les enfants soient bien élevés. On les mettait dans des positions très inconfortables, on leur faisait garder pendant des heures et des heures, rester à genoux sur des cailloux par exemple, ou sur des légumes secs. Je connais une personne qui avait le genou encore complètement démoli, parce que son père ou sa mère, je ne sais plus, la faisait agenouiller pendant des heures sur un manche à balai, au travers. Ça lui a démoli les tendons des genoux. C'était vraiment toutes sortes de moyens, y compris les plus violents, puisque dans beaucoup de sociétés, les parents avaient droit de vie et de mort sur les enfants. Donc, il n'y avait pas de raison de s'arrêter. Il y a un proverbe de la Bible qui dit frappe ton enfant, mais quand même ne va pas jusqu'à le tuer. Alors, certains disent que c'est de l'humour, je n'en suis pas sûr. Ensuite, par les études qu'on a faites, dans les pays où cette éducation n'a pas été remise en question, et c'est malheureusement la majorité des pays, on sait que 80 à 90%, probablement plus, subissaient ce traitement. Et que les familles dans lesquelles ce traitement n'était pas appliqué étaient vraiment rares. Il y en avait quelques-unes, mais c'était vraiment rarissime. C'était des dissidents, si on peut dire. Voilà donc en quoi consistait ce système d'éducation. Alors, quels étaient ses effets sur les enfants? Eh bien, c'était des effets assez catastrophiques, aussi bien sur la santé physique que sur la santé mentale des enfants. Alors, sur la santé physique, comment ça agissait? Ben, ça agissait par l'intermédiaire du stress. Un enfant qui reçoit des coups, même si ces coups sont donnés avec une bonne intention, son organisme, lui, le ressent comme une agression. Il a l'organisme d'un animal. Et quand il ressent une menace, eh bien, agression, donc stress. Alors, le stress, je vous l'ai dit, quand ça se produit une fois par-ci, par-là, c'est pas grave. Mais quand ça se reproduit, et Dieu sait que les enfants qui étaient battus souvent, eh bien, ça a des effets catastrophiques. En particulier, ça affaiblit le système immunitaire. Le système immunitaire, au bout d'un certain moment, ne réagit plus parce que, oui, je vais vous dire que lorsque l'enfant est en situation de stress, comme il faut donc qu'il fuit ou qu'il se défende, l'organisme désactive les fonctions qui ne sont pas nécessaires. Ça aussi, ça a été découvert dans les 10 ou 20 dernières années. Les fonctions qui ne sont pas nécessaires sont atténuées. Par exemple, le système immunitaire, il est débranché, désactivé. La croissance aussi désactivée, le système intestinal désactivé, parce que comme dans un ordinateur, hein, quand on a besoin de toute la mémoire, on désactive des fonctions. Ben là c'est pareil, mais si le système immunitaire est désactivé souvent, au bout d'un moment il fonctionne moins bien, il se fatigue, et d'où les maladies. On attrape plus facilement des maladies, on a constaté que les enfants qui étaient souvent battus étaient plus souvent malades, avaient des maladies plus grave. Donc, sur la santé physique, c'est évident qu'il y a des effets. Sur la santé mentale, ben, j'y viendrai en parlant des autres effets sur les facultés dont j'ai déjà parlé. D'une manière générale, les effets destructeurs, ils se caractérisent par la reproduction de la violence sur autrui ou sur soi-même, parce que c'est aussi une réaction. Et quand on a été humilié, quand on a eu le sentiment qu'on était mauvais, eh bien, on s'autodétruit et c'est tous les risques de dépression, de recherche de confort dans des produits comme l'alcool ou les drogues, hein, ou les recherches de sensations fortes comme dans les jeux dangereux qui montrent qu'on existe. Parce que finalement, une des choses qu'on perd, c'est le sentiment heureux de son existence. Et c'est ce dont les enfants ont besoin, le sentiment heureux de l'existence. Et là, quand ils ont été habitués à souffrir, ils connaissent l'existence par des sensations de souffrance. Et donc, ils vont chercher des sensations de souffrance, quelles qu'elles soient. Une autre conséquence, donc, violence sur autrui, violence sur soi et aussi soumission. Chez beaucoup d'enfants, ils ont pris l'habitude de se soumettre. Et, contrairement à ce qu'on croit, pas de se soumettre à la loi. On dit quelquefois, oui, mais il faut que les enfants se soumettent à la loi. Oh, mais c'est pas en les battant qu'on leur apprend à se soumettre à la loi.
on leur apprend à se soumettre à la violence, qui est tout à fait différent, et ni à se soumettre à leur conscience. Là aussi, ça n'a rien à voir. Alors j'insisterai surtout sur les effets de la violence sur les capacités innées. Je vous parlais de l'attachement. Quel peut être l'effet de la violence sur l'attachement? Je vous l'ai dit, les parents qui battent les enfants, souvent le font avec bienveillance, pour le bien de l'enfant. C'est similaire, c'est pour ton bien. Autrement dit, l'enfant apprend qu'on peut l'aimer et le battre. Ah, bon, c'est la première fois qu'il vient au monde, hein, il débarque sur la planète. Aimer, ça va avec battre. Il ne faut pas s'étonner si beaucoup de gens, et en particulier beaucoup d'hommes, gardent ce rapprochement. Aimer et battre, ça va ensemble. La violence conjugale sort peut-être en partie de là. Un autre effet qui est catastrophique, oui, et dont il est très étonnant qu'on n'ait pas pris conscience, puisqu'on le connaît depuis 2 siècles et demi, par l'œuvre de Jean-Jacques Rousseau, cette confession qu'il a révélée, qui a eu le courage de dire qu'il était devenu masochiste à cause d'une fessée reçue à l'âge de 7-8 ans de la part d'une jeune femme. Il en est resté masochiste à vie. Je me rappelle que quand j'étais étudiant en faculté de lettres, les profs nous faisaient étudier Rousseau, les confessions, le chapitre de Mademoiselle Lambertier. Eh bien, jamais il ne nous disait qu'on devrait en tirer la conclusion qu'il ne faut pas donner de fessée aux enfants. Non, ils se contentaient de prendre un petit sourire entendu, comme si c'était très drôle. Et je peux vous dire que j'ai reçu beaucoup de lettres de lecteurs de mon livre La fessée, lecteurs et lectrices, qui m'ont dit qu'il leur était arrivé exactement la même chose et qu'ils en avaient été malheureux toute leur vie. Alors certains en prennent leur parti, hein, sur Internet, vous voyez les clubs de sadomasochisme qui abondent, on peut en prendre son parti et ne pas en être malheureux, mais certains en sont malheureux comme des pierres, parce que c'est pas seulement qu'ils éprouvent du plaisir en étant battus ou fouettés, c'est qu'ils ne peuvent pas éprouver de plaisir autrement. C'est ça qui est arrivé à Rousseau. Il le dit très clairement. J'étais avant-hier dans une émission avec Céline Raphaël, vous savez, celle qui a écrit La démesure, ce livre terrible où elle raconte comment elle était épouvantablement maltraitée par son père qui voulait en faire une virtuose du piano. Et elle disait qu'elle se comparait un peu au frère Dalton de la bande dessinée, parce qu'elle avait l'impression de toujours porter un boulet au pied. Et pourtant, elle a fait tout un travail sur elle-même, mais il lui reste quand même ce boulet au pied, bien qu'elle soit adulte maintenant et qu'elle soit engagée dans la lutte contre la maltraitance, elle est toujours une sœur Dalton, si on peut dire. Sur l'imitation, bon là, c'est assez simple à voir, hein, l'enfant qui a été battu, il apprend à frapper, il apprend à battre. Ça lui vient tout naturellement. D'ailleurs, quand nous disons en tant que parents la main me démange, je ne crois pas que ce soit nous vraiment dont la main démange. C'est par le biais de ce qui nous est arrivé dans le passé, le réflexe spontané, mais pas inné, de frapper, qui nous revient, comme nous l'avons subi. Et surtout, le fait d'avoir subi la violence très tôt dans l'enfance, et pour un enfant, même une petite violence, ça peut être vraiment très, très traumatisant. Je me rappelle avoir vu un nourrisson, vraiment à la même, il était tété, et sa mère, il a mordu le sein de sa mère n'a pas trouvé d'autre, spontanément, elle lui a donné une petite tape sur la main. Pendant 3 jours, il n'a plus tété. 3 jours. Il a fallu aller chercher un tire-lait pour qu'il recommence, pour que ma femme puisse, puisque c'était ma femme en question, vraiment, elle n'était pas du tout portée à frapper, mais ça lui est venu spontanément. Et il a fallu attendre 3 jours pour qu'il accepte de se remettre au sein, il s'est laissé mourir. Donc on ne peut pas avoir idée de ce qu'une violence légère peut produire sur un enfant. Mais cela entraîne chez les enfants aussi un seuil de tolérance à la violence. Je vous dirai tout à l'heure, dans les sociétés qui ont subi ou collectivement de grandes violences dans l'enfance, le résultat, mais
on se met à tolérer un très haut niveau de violence. Ça paraît normal, puisqu'on l'a subi dès l'enfance. C'est bien, finalement, de frapper. En tout cas, ça ne choque pas, ça ne choque plus. Et donc, le niveau de violence dans la société s'élève tout naturellement. Une autre conséquence grave, c'est la confusion entre conflit et violence. Cette confusion est vraiment grave, parce que les conflits, c'est normal. Entre humains, c'est normal qu'on ait des désirs, qu'on ait des volontés différentes, et donc on se trouve en conflit. Mais quand on a été habitué dès l'enfance à ce que le moindre conflit se règle par une gifle, par une fessée ou plus, eh bien, automatiquement, on a un réflexe. Conflit, violence. Ça devient un réflexe. Alors que, normalement, quand il y a conflit, la première attitude, c'est de dire, bon, pourquoi il y a un conflit, quel est le problème, et chercher à le résoudre. Mais ce n'est pas le réflexe qui vient dans l'esprit de quelqu'un qui a subi des violences et qui continue à les considérer comme normales et éducatives. Ou ça risque de ne pas être le réflexe. Pour ce qui est de l'empathie, les conséquences sont graves aussi. Quand un enfant subit des violences, j'ai eu beaucoup de lecteurs qui m'ont dit, mais moi, au bout d'un moment, les violences physiques, je ne les ressentais plus, ça me faisait plus mal, je ne les sentais plus. Par contre, quand ma mère me disait, tu feras le trottoir, ou tu es bon à rien, ça, je m'en souviens. Alors, on pourrait se dire que c'est bien, bon, ils avaient réussi à ne plus souffrir en recevant des coups, mais en fait, ce qui s'était passé, c'est qu'ils s'étaient coupés de leur propre souffrance. Ils s'étaient blindés contre leur souffrance. Et dans ce cas-là, on risque de ne plus pouvoir, de ne plus ressentir la souffrance des autres. Parce que on est devenu dur, on est devenu quelqu'un de fort, de solide, et on n'a plus de pitié pour les autres, ou on risque de ne plus avoir de pitié pour les autres. Et la seule chose qui peut rester de l'empathie dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle l'empathie cognitive. C'est-à-dire être capable de déchiffrer sur le visage des gens et dans leur comportement ce qu'ils ressentent et l'utiliser cela pour en faire des proies. On dit que les psychopathes ont cette forme d'empathie-là, ils n'ont pas l'empathie affective qui leur permettrait de ressentir les souffrances qu'ils imposent aux autres, mais ils ont l'empathie cognitive qui leur permet de voir les faiblesses et de jouer là-dessus. Donc, voilà quelques effets de la violence. Alors, nous sommes aussi des êtres dotés de conscience, d'une conscience morale. Notre conscience, comme le disait déjà Rousseau, c'est notre boussole qui nous permet de reconnaître le bien et le mal. Vous avez vu dans ce que je vous ai dit des bébés, c'est que très tôt, ils sont capables de se comporter d'une manière éthique, en quelque sorte, d'entraide, de la consolation. Ils ont déjà le sens, il y a eu des études qui ont été faites sur le sens de la justice, et même sur le sens de la justice des grands singes. On s'est aperçu qu'ils avaient déjà un certain sens de la justice et qu'ils n'acceptaient pas certaines injustices. Donc, il y a dans notre esprit cette conscience, mais quand elle a été faussée par l'association entre le bien et la violence, je te frappe pour ton bien, à partir de ce moment-là, c'est un peu comme un pas de vis qu'on aurait forcé, et qu'on aurait faussé en le forçant. La conscience n'a plus la capacité de la perspicacité pour bien reconnaître le bien, et elle peut être complètement faussée par cette association entre bien et violence qu'on a été obligé d'accepter. En particulier, alors après, une fois que l'enfant commence à apprendre des leçons de morale, il y a deux principes de morale, je crois qu'on essaie d'apprendre à tous les enfants, qui sont vraiment les principes les plus basiques. Ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. C'est vraiment, on l'appelait la règle d'or, parce cette maxime, elle est dans toutes les religions, dans toutes les philosophies, vous la trouvez. Et l'autre principe, c'est, ça dérive, je pense,
de notre biologie, c'est le devoir de protéger les faibles, qui est d'abord le devoir de protéger les enfants. Les mères, et c'est inscrit dans l'ocytocine, ça aussi. Une des fonctions de l'ocytocine, qui peut avoir des conséquences des fois un peu graves, c'est que l'ocytocine, paraît-il, rend les mères extrêmement agressives à l'égard de tout être qui menace leur bébé. Et ça vient vraiment de l'ocytocine, ça. Et donc, la protection des faibles, c'est inscrit en nous, au moins dans les femmes, dans les mères. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on frappe un enfant par rapport à ces principes? On fait exactement le contraire. Hein? On fait à autrui ce qu'on ne voudrait pas qu'il nous fasse, et nous, adultes, grands et forts, nous nous attaquons à un être petit et faible. Autrement dit, nous mettons les enfants dans une situation de ce qu'on appelle la double contrainte, double bind, je n'ai jamais le prononcer, à double contrainte, c'est-à-dire on leur donne deux ordres complètement contradictoires, de quoi les psychologues disent que ça part de fou, hein, puisque au moins, en tout cas, ça trouble profondément la conscience de se voir imposer deux principes totalement contradictoires. Alors, donc sur la conscience morale, mais aussi sur l'intelligence, il est faux de dire que la violence est un bien. On apprend quelque chose de faux, d'illogique. On apprend aussi la tendance à se référer, à l'intelligence des autres plutôt qu'à la sienne propre. Quand on subit une éducation autoritaire, on apprend à obéir à l'intelligence des autres et pas à soi-même. Et ça, c'est grave aussi. On voit ses capacités d'autonomie réduites. On devient vulnérable, c'est Alice Miller qui l'avait très bien montré, au discours démagogique, parce qu'on n'entend plus, on distingue mal la vérité du mensonge, donc on devient très vulnérable finalement à cela. Et alors là, j'ai été très surpris de voir depuis que je travaille sur la violence éducative, j'ai lu à peu près, peut-être pas tous, mais un grand nombre d'ouvrages sur la violence, écrits par des psychologues, par des historiens, par des philosophes, par des psychanalystes, des intellectuels de haut niveau. Et je me suis aperçu, et Alice Miller l'avait vu avant moi, qu'il ne parlait pratiquement jamais de la violence sur les enfants, mais vraiment jamais. Sur les 100 auteurs, mon livre, un tournoi dans les sciences humaines, porte là-dessus, sur une vingtaine de livres, dont certains étaient collectifs, ce qui fait que ça faisait 100 auteurs, il y en a 5 ou 6 seulement qui font allusion à la violence sur les enfants pour dire que c'est une des causes importantes de la violence sur les adultes. Les autres, non seulement n'en parlent pas, mais font retomber sur les enfants l'origine de la violence. Ils disent oui, les enfants, les pulsions, l'animalité des enfants, c'est là qu'est la source de la violence. Il y a voir les cours d'école, dans les cours d'école, ils se bagarrent déjà, donc c'est bien la bombe atomique, ça vient de dire en direct des cours d'école. Et vraiment, je vous assure, c'est ça. Hein. Et j'ai écrit ce livre pour cela, pour montrer qu'il y a une aberration. Et ce sont souvent des intellectuels qui ont pignon sur rue et qui sont très médiatiques. Et je voudrais vous donner un autre exemple. Il y a eu une énorme thèse qui a été écrite sur la règle d'or, dont je parlais tout à l'heure. Cette règle ne fait pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Un auteur qui s'est attaché à relever toutes les utilisations de cette règle depuis la première chez Confucius, le philosophe chinois, 600 ans avant Jésus-Christ, jusqu'à Barack Obama, qui a repris la formule dans un de ses discours. Il donne, je pense, à peu près 1500 exemples d'emploi de cette règle. Eh bien, donc, sur la quantité de philosophes, de moralistes qui ont utilisé cette règle, il faut attendre 1995, si je me souviens bien, je n'ai pas noté la date exacte, pour qu'un auteur, un auteur d'ailleurs inconnu, un auteur américain que je ne connaissais pas du tout, un psychologue, je ne sais même pas si les psychologues, disent mais quand même, cette règle, elle est complètement opposée à ce que nous faisons aux enfants. Personne avant lui n'avait réalisé que c'était contraire. Alors que, par exemple,
beaucoup s'étaient aperçus que c'était contraire à ce que font les magistrats. Parce que les magistrats punissent de sanctions de prison ou de mort des inculpés, et évidemment, eux ne voudraient pas qu'on leur fasse ce qu'ils font aux magistrats. Alors, on avait bien noté que là, il y avait une contradiction, mais qu'elle était justifiée pour les raisons de justice, etc. Mais pour les enfants, personne, avant la fin, toute fin du XXe siècle. C'est quand même stupéfiant. C'est vraiment que nous avons... La violence éducative nous rend aveugles, littéralement. Elle nous rend aveugles. Nous ne pouvons plus, et je crois que c'est simple à comprendre au fond, nous sommes tellement attachés à nos parents, attachés, je dis bien, et même aux parents qui nous maltraitent, parce que notre vie dépend d'eux, absolument, que penser que ce qu'ils font est mal, c'est insupportable. Parce que ça veut dire qu'ils ne nous aiment pas. S'ils nous font du mal, c'est qu'ils ne nous aiment pas. Donc, s'ils nous font souffrir, ils le font pour notre bien. Ils nous aiment. Et donc, ça devient impossible de voir la violence sur les enfants. Et moi, j'ai écrit à des tas de gens, et tous les auteurs de ces bouquins dont je vous parlais, je leur ai écrit, je leur ai dit comment ça se fait que vous n'ayez pas parlé, excusez-moi, mais j'étais surpris de voir que vous ne parliez pas de la violence sur les enfants. Alors, il y en a qui ne m'ont pas répondu, beaucoup. Et puis, un qui m'a dit « Ah, j'y avais pas pensé, j'en parlerai pour la prochaine édition de mon livre. » Mais ils ont travaillé pendant des années sur la violence, et ça n'avait pas tenu à l'esprit. Je crois que là, il y a vraiment quelque chose de capital que Alice Miller, elle me téléphonait quelquefois, elle me dit « Comment ça se fait qu'il ne voit pas? Comment ça se fait qu'il ne voit pas ?» C'est vraiment très troublant. Alors, quel a été le résultat de ce mode d'éducation? Je voudrais vous donner un exemple qui me semble personnellement frappant. On dit souvent qu'on vit dans une société violente aujourd'hui. Beaucoup de gens disent « Oh, c'est terrible, la violence, c'est grave. » Mais, d'après toutes les études qu'on a pu faire, c'est fou. On vit dans une société extraordinairement apaisée, très apaisée par rapport à ce que c'était avant. Et je voudrais vous le montrer par rapport au XIXe siècle, par exemple. Vous avez étudié sans doute toutes les révolutions du XIXe siècle en histoire, mais souvent on oublie de dire le nombre de morts. Voici ce que ça a donné. 3 jours de révolution en juillet 1830, les 3 glorieuses. 1000 morts. 1000 morts à Paris, la plupart. 3 jours d'émeutes au moment des obsèques du général Lamarck en juin 1932. 800 morts. 800 morts pour l'enterrement d'un général. 9 au 15 avril 1934, révolte des Canuts, à Lyon, dans une ville. 600 morts. 23 au 25 février 1948, la révolution de 1948, 350 morts. Ça a été une révolution relativement paisible, du moins en février. Mais en juin, 22 au 26 juin, ce qu'on appelle les journées de juin, 7000 morts, plus de 7000 morts. Et en grande partie à Paris, hein, mais aussi il y a eu quand même des morts dans les régions. 18 au 28 mai 71, la Commune, 3 à 4 000 morts, à Paris aussi pour la plupart. 21 au 28 mai 71, ce qu'on appelait la semaine sanglante, 20 000 fusillés, pour la plupart sans jugement. Ça suppose, chez les gens, que ce soit les révolutionnaires ou que ce soit les forces de répression, une absence de pitié incroyable, une rigidité, une incapacité à négocier, à dialoguer, quelque chose, une spontanéité dans la violence incroyable, absolument rien de comparable au XXe siècle pour ce qui est des conflits sociaux. Je ne parle pas des guerres comme la guerre de 14-18 ou de 39-45, mais au XXe siècle, rien de semblable en France. Vous avez là les émeutes du 6 février 1934, ça fait, c'est dérisoire, 17 morts. Rien par rapport au XXe siècle. Mai 68, 25 jours de soulèvement, parfois violent, mais une violence relativement mesurée. Il y a eu, je crois, 6 morts au total, dont certains par accident. Des deux côtés, il y avait, aussi bien du côté de la police, vous savez que le préfet Gaïmal à Paris avait énormément modéré les forces de police, essayé de modérer les forces de police, et du côté des émeutiers aussi, c'était violent, mais quand même, on faisait attention. Et donc, finalement, peu de morts. Et
tout ça, ça va parallèlement avec le fait qu'au XIXe siècle, la violence éducative en France était encore très très forte. C'était coup de bâton, coup de fouet, couramment. Hein. Et au XXe siècle, il y a eu une nette réduction, même si c'est tout à fait regrettable qu'on continue à employer les chiffres et les fessées, mais il y a eu une nette réduction de l'intensité de la violence et une nette réduction éducative et une réduction parallèle de la violence sociale des adultes. Mais ça, presque personne aussi n'a fait attention. Je me rappelle, il y a quelques années, je crois que c'était en 2007, il y a eu au Kenya des massacres terribles. Tout d'un coup, dans une campagne électorale, les gens se sont mis à s'entre-massacrer, il y a eu des milliers de réfugiés et des centaines de morts. Mais le Kenya, c'est un pays d'une violence terrible pour la violence éducative. Et ça va ensemble, cela. Voilà, donc pour dire que l'application de la méthode violente donne des résultats catastrophiques et que malheureusement, on a tendance à ne pas voir. Donc ni la presse, ni la télévision, ni les chercheurs, malheureusement, n'ont pris conscience apparemment. Alors, quel comportement parental est cohérent avec les nouvelles connaissances sur les enfants? J'ai oublié de vous demander jusqu'à quelle heure je peux parler. Bon, on avait dit jusqu'à 7 heures. Oui, ça peut aller. Ça va, je suis encore dans les temps. Quel comportement parental est cohérent avec les nouvelles connaissances que nous avons sur les enfants? Alors là, je vais m'appuyer. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la violence éducative. Le travail sur la violence, sur la non-violence éducative, je l'ai fait par nécessité, parce que quand je parlais de la violence éducative, il fallait bien aussi que j'essaie de montrer en quoi on peut se comporter autrement, mais c'est un travail moins personnel, si vous voulez, parce que je me suis appuyé sur beaucoup de psychologues, donc d'abord Alice Miller, Gordon aussi, Jasper Aliou, que je citais tout à l'heure, et Isabelle Filiosa, qui a écrit des livres très intéressants là-dessus, que je vous recommande également. Je crois qu'il y a tout à l'heure des personnes qui travaillent avec les livres de Faber et Maslich, dans lesquels il y a aussi beaucoup à prendre. Alors, là, je vais essayer de dire ce que j'aurais dû faire quand j'étais parent, ce que je n'ai pas toujours fait. Heureusement, ma femme et moi, on avait été des enfants relativement épargnés par la violence. Et ma femme, dès le départ, avait l'idée de ne jamais frapper ses enfants. Et moi, je n'en avais aucune envie non plus. Mais enfin, il nous est arrivé quelquefois de nous laisser aller à l'éducation commune. Alors, il me semble qu'une des premières choses à faire, c'est une sorte de travail sur soi. Un déconditionnement de l'éducation qu'on a reçue, soit de l'éducation qu'on a reçue personnellement, hein, des violences ou des humiliations qu'on a pu subir, soit de tout ce qui traîne dans la culture, tout ce qui nous influence. Parce que nous vivons dans une espèce de nébuleuse d'idées, de croyances, même de vocabulaire, qui est marqué par cette violence. Dans mon livre « Oui, la nature humaine est bonne », je me suis amusé à relever le vocabulaire qui désigne les enfants. Et bien, ce qui est très surprenant, c'est qu'au moins en français, je n'ai malheureusement pas pu faire l'étude dans les autres langues, mais ce serait bien intéressant que ce soit fait. Mais en français, c'est affolant. Le vocabulaire désignant les enfants, il est, dans la plus grande partie, péjoratif. Les mots même que nous employons sans le savoir, mais des mots comme gosse, comme moufler, assimilent les enfants à des animaux et proviennent d'un regard méprisant sur eux, sans compter les mots, je crois qu'on emploie un peu moins aujourd'hui, mais qui étaient très courants dans mon enfance, qui les assimilaient à leurs expressions, chiard, pisseuse, morveuse, c'est des mots qui étaient employés vraiment très souvent et qui disent quelque chose. Ce ne sont pas des mots innocents, ça traduit un certain regard. Donc nous sommes tous marqués par ce vocabulaire, et même si nous ne le voulons pas. Donc, la première chose à faire, il me semble, c'est de se retrouver soi-même, de se reconnecter à l'enfant qu'on a été, à l'enfant
totalement innocents, comme le souligne Alice Miller, que nous avons été. C'est curieux qu'on soit obligé quelquefois de persuader. Je me rappelle avoir parlé comme ça devant des personnes, et une personne qui assistait à cette séance m'a dit, mais je ne peux pas me considérer comme innocente. Elle n'arrivait pas à s'imaginer innocente au départ. Elle se voyait fautive dès le départ. Et je pense que c'est quelque chose qui arrive souvent, même des personnes qui ont du mal à regarder leurs photos d'enfance, parce que c'est douloureux, ça leur rappelle de mauvais souvenirs, ou ils se voient avec dérision. On se voit quelquefois avec dérision. Donc se retrouver soi-même, se reconnecter avec l'enfant qu'on a été, et je crois que un des meilleurs moyens pour cela, et que je vous recommande, c'est la lecture des livres d'Alice Miller. Je crois qu'il n'y a rien d'aussi fort que ces livres-là. Enfin, personnellement, ce sont ces livres qui m'ont permis de me changer un peu. Alors ensuite, quand on est, ça c'est le principe général, mais quand on est dans une situation de conflit, ce qui arrive souvent avec les enfants, tout de même, c'est difficile de l'éviter, on peut essayer de faire un peu la même chose, justement, se recentrer sur soi-même, plutôt que d'être victime par ricochet d'une violence ancienne, de ce que je vous disais, de la main qui nous démange, qui en fait viennent de quand nous avions 6 ou 7 ans, ou 3 ans, et que nous avons subi des fessées. Un bon moyen de se recentrer sur soi-même, quelquefois, c'est simplement de respirer. Respirer profondément, respirer par le ventre. Vous savez que ça détend le diaphragme, ça nous recentre sur nous-mêmes, sur notre colonne respiratoire, et ça nous permet de prendre une distance par rapport à la situation et de nous mettre en position d'interrogation. Ce que je disais tout à l'heure, dans un conflit, c'est bon, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui nous arrive là? Qu'est-ce qui se passe? Et on peut quelquefois aussi mettre l'enfant en position d'interrogation, qu'est-ce qui nous arrive? Qui se mette à réfléchir lui aussi sur ce qui se passe. Accueillir les émotions, bien sûr, sans les juger, et ça aussi, malheureusement, nous avons appris souvent dans notre enfance à juger les émotions, ce réflexe que nous avons probablement tous eu en tant que parents. Quand un enfant se met à pleurer, il vient se plaindre, ça te fait mal, mais non, tu n'as pas mal. Bon, on nie la souffrance, tout simplement, on nie ce qu'éprouve l'enfant, et quand ça se répète, ben, ça lui apprend aussi à nier sa souffrance, ce qui n'est pas nécessairement une bonne chose. Apprendre à nommer les émotions aussi, c'est quelque chose, je crois, d'important. Il paraît que ça commence à se faire dans les écoles, d'apprendre aux enfants à nommer ce qu'ils éprouvent en eux, et ce qui permet aussi de prendre une distance et de être conscient de soi-même. Quand l'émotion est trop forte, qu'on risque d'être emporté par le mouvement qui nous emporte, le mieux c'est quelquefois de quitter la pièce et de passer le relais à son conjoint, s'il est là, et s'il est plus calme. Je crois qu'ensuite il faut essayer de définir, c'est ce que je vais essayer de faire, définir clairement le rôle des parents. Je vais utiliser pour cela la formule mnémotechnique facile à retenir d'un psychologue qui s'appelle Pierre Lassus, qui a écrit plusieurs livres intéressants sur la violence éducative. Il dit que le rôle des parents, c'est de protéger, de pourvoir et de permettre. Protéger, pourvoir, permettre, les 3 initiales permettent de se rappeler assez facilement ces 3 mots. Protéger, c'est évidemment le devoir fondamental des parents à l'égard des enfants et même des adultes à l'égard des enfants, conformément au principe que les êtres forts doivent protéger les êtres faibles. Il est important, notamment, de respecter les processus innés d'autoprotection. Ce dont je vous parlais tout à l'heure, le système immunitaire et le système de sauvegarde. Autrement dit, ça bannit, si on veut respecter ces principes, il faut absolument bannir la violence. Parce que justement, la violence porte atteinte à ces systèmes. Elle empêche leur bon fonctionnement. Et si vous avez vu le film d'Alain Resnais, Mon oncle d'Amérique, vous avez pu voir les expériences de Henri Laborie sur les rats.
ces expériences qui montrent remarquablement que lorsque un animal peut fuir ou se défendre, il n'éprouve pas de conséquences mauvaises du stress, parce que les hormones font leur boulot, font leur travail normalement, mais s'il ne peut pas fuir et se défendre, à ce moment-là, les hormones du stress deviennent toxiques, littéralement, et elles attaquent notamment le système digestif, et on le sait aujourd'hui aussi, les neurones de certaines parties du cerveau, et notamment de la mémoire émotionnelle. Et donc, là encore, on voit les effets directs sur la santé de la violence. Et donc, éviter absolument ce type de comportement. L'objectif, c'est évidemment que l'enfant apprenne à se protéger lui-même, donc apprenne la prudence, mais ça ne s'apprend pas en frappant les enfants. Bon, je le dis maintenant, je ne sais plus, je voulais le dire après, mais pas que ça vient aussi bien ici. Isabelle Filiosa dit quelque chose de très intéressant sur le réflexe qu'on oppose souvent. Quand je parle de fait d'éviter la fessée, on me dit souvent, oui, mais enfin, quand votre enfant va traverser la rue, ou à risquer de traverser la rue et de se faire écraser, comment faire autrement? Et Isabelle Filiosa explique quelque chose à quoi je n'avais jamais pensé, c'est que le cerveau des enfants, quand ils sont petits encore, qui commencent à marcher, à courir, mais qui sont encore petits, le cerveau des enfants ne peut pas comprendre à la fois, assimiler à la fois une affirmation et une négation. C'est-à-dire quand on leur dit « ne traverse pas la rue », ils entendent « traverse la rue ». Ils n'entendent pas la négation. D'ailleurs, si je vous dis, c'est l'exemple que donne Isabelle Filiosa, ne pensez pas à une girafe. Quoi penser? Et c'est exactement la même chose pour les enfants. Ils reçoivent le message positif et il leur faut quelques années, je ne sais pas exactement combien d'adaptations, pour qu'ils soient capables de comprendre les deux messages à la fois. Donc, pour les conseils de prudence, même, il faut faire attention à la façon dont on les écrit. Et alors, Isabelle Filiosa conseille de dire reste de ce côté de la rue. Uniquement un message positif, qui à ce moment-là, lui, peut être reçu. Alors bien sûr, la question de la protection, c'est un équilibre difficile, puisqu'il faut à la fois protéger et laisser l'enfant prendre son autonomie. C'est compliqué. Je me rappelle personnellement avoir vu quand les enfants ont commencé à avoir des enfants, j'ai été très étonné de la façon dont ils s'y prenaient. Moi, j'étais assez soucieux, j'avais toujours peur qu'ils se fassent mal, j'étais trop prudent sans doute, mais j'ai vu mes enfants donner très tôt, permettre très tôt à leurs petits de mettre des CD dans l'enregistreur. Je m'attendais à ce qu'ils cassent tout. Une de mes petites filles montait debout sur la scène de son vélo. Je trouvais ça épouvantable. La fille m'a dit non, mais elle se débrouille. Bon, c'est un tricycle quand même, je précise. Donc c'est très relatif à la façon dont on a été soi-même élevé. Moi, personnellement, j'avais une mère qui était très soucieuse. Alors j'ai eu tendance à être aussi soucieux. Donc protéger. Ensuite, pourvoir, donc c'est répondre aux besoins. Alors il est important évidemment de distinguer les besoins et les désirs. C'est pas la même chose. Les besoins, c'est vraiment vital. Et les besoins, ils doivent être satisfaits. J'étais stupéfait de voir dans un livre écrit par une psychanalyste, elle disait il faut frustrer les besoins. Voilà, frustrer les besoins, ça me parut vraiment absolument aberrant. Par contre, les désirs, c'est autre chose. Les désirs, les désirs sont souvent mimétiques d'ailleurs. C'est désirer ce que les autres ont, etc. Les désirs, on peut les laisser à désirer, faire attendre l'anniversaire, faire attendre Noël. On peut jouer avec les désirs, montrer à l'enfant qu'il peut rêver à ce qu'il désire, mais ce n'est pas à satisfaire immédiatement. Il est important de distinguer les types de besoins, aussi besoins physiques, bien sûr, besoins affectifs, besoin de tendresse, besoin de contact, besoin de câlin, besoin de regard, besoin d'écoute, tout cela, c'est vraiment des besoins. Alors là, vraiment, besoin de parole aussi, de paroles qui enveloppent l'enfant,
qui lui apprennent du vocabulaire aussi, mais qui lui permettent d'avoir un intermédiaire entre lui et la réalité. Je ne sais pas si vous connaissez l'éducation selon, comment s'appelle-t-elle, hongroise, là, non m'échappe. Vous allez connaître certainement d'entre vous. Hitler, oui, qui apprenait aux nourrices, puisqu'elle travaillait dans un orphelinat, elle apprenait aux nourrices à dire tout ce qu'elle faisait au bébé, même tout petit, même quand il était tout petit, expliquer tout ce qu'elle faisait, ne jamais faire de gestes sans le préparer par des mots. Et je crois que c'est important. Besoin de sourire aussi, besoin de gaieté. Les enfants sont spontanément gais, heureux, même quand ils sont malheureux. On voit dans des pays où les enfants sont battus comme plâtre, on voit des enfants très joyeux aussi. Mais c'est spontané chez eux, comme d'ailleurs chez les petits animaux, hein, qui sont, on a l'impression qu'ils sont toujours en joie et en animation. Et ils ont besoin que nous répondions à cela. Besoin intellectuel aussi, alors là aussi les mots. Besoin de vocabulaire, besoin de vérité, dans tous les domaines, pas toutes les vérités à imposer aux enfants très jeunes, mais au moins de vérités qu'ils sont capables de supporter. Réponse aux questions et réponses ouvertes qui n'apparaissent pas comme des dogmes aux enfants. Mais je crois qu'il faut être bien conscient qu'on aura beau parler aux enfants, ce qui les marque le plus, c'est l'exemple. C'est parce qu'ils sont des imitateurs nés, et finalement, il y a des imitateurs à un point extraordinairement profond. Si vous avez des enfants un peu adolescents, moi j'ai été stupéfait de voir à quel point mes garçons avaient pris ma voix. C'est stupéfiant, et c'est vraiment l'organisme là qui imite, qui reprend la voix, et nous imitons vraiment fondamentalement, spontanément. Donc ça joue dans tous les domaines, cela, et la seule solution, c'est de se comporter comme on souhaite que les enfants se comportent et d'éviter le double langage. Je voudrais citer une phrase de Jasper Ellul, ce psychologue danois, qui est intéressant. Les enfants sont nés comme des personnes sociables et humaines, et pour développer ces qualités, ils ont seulement besoin de vivre avec des adultes qui se comportent avec sociabilité et humanité. Alors, j'ai bien aimé la formule, je ne sais plus qui elle est peut-être de Jasper Ellul, mais je trouve qu'elle est intéressante. La tâche essentielle de l'autorité, c'est de savoir autoriser. Je trouve que c'est intéressant parce que ça renverse un peu l'idée qu'on a, surtout actuellement, on a tendance à revenir tout le temps en valeur d'autorité, de contraintes, etc. Non, savoir autoriser, c'est fondamental. Alors évidemment, ça suppose de la prudence, ça suppose de la lucidité, mais finalement, c'est le rôle des parents, je crois, de savoir quand il faut autoriser. Et l'essentiel aussi, et là je crois que ça repose la question de l'idée qu'on a de la nature humaine, c'est de faire confiance aux enfants. Ils ont finalement une bonne nature et on peut leur faire confiance. Mon épouse me dit souvent, elle a été élevée par un père qui était très, très affectueux et un peu insouciant, quelquefois un peu inconséquent. On lui a autorisé des choses incroyables. Elle m'a dit, et quelquefois elle s'est trouvée dans des situations difficiles, mais ça lui a donné une assurance très forte et une confiance qu'elle a manifestée à ses enfants. Et je crois que c'est vraiment quelque chose de fondamental. Je vous donnerai un autre exemple tout à l'heure de cela. Donc, il faut bien sûr veiller sur les enfants, mais justement, veiller sur plutôt que surveiller. C'est une nuance entre les deux. Surveiller, c'est l'attitude du surveillant général, qui est sourcil froncé, et veiller sur, c'est avoir une attitude qui tienne compte de tout, de ce dont les enfants sont capables, de ce qu'il faut leur permettre, de ce qu'il faut autoriser. Bien sûr, il y a des cas où il faut dire non, c'est sûr, mais
en expliquant les raisons du non, tout en se maintenant fermement si on juge que le non est indispensable. Je crois que, surtout quand on a une famille nombreuse, il est bon d'établir des règles, à condition que les enfants voient bien que les règles sont valables aussi pour les parents, et qu'il faut qu'il y en ait pour les parents aussi qui jouent à l'avantage des enfants. Sinon, ils ne peuvent pas comprendre si les règles sont uniquement des règles qui leur sont imposées à eux. De moment comme nous n'aimons pas qu'on nous impose des règles contraignantes, il est normal qu'ils réagissent autrement. Et dans la mesure du possible, à partir du moment où les enfants sont assez grands, les établir avec les enfants, c'est, je crois, le préférable, c'est pas facile, mais c'est préférable. Alors, je voudrais venir à quelques conseils donnés par Isabelle Filiosa pour les interventions dans les crises. Je trouve que le conseil est très judicieux. Vous connaissez, si vous êtes parent, notre tendance générale à multiplier les non, ne fais pas ceci, non, ne fais pas cela, surtout quand les enfants commencent à toucher à tout, commencent à être indépendants, commencent à être autonomes, à marcher, à ramper, même simplement, à courir. Non, ne touche pas à ça, etc. Et elle dit quelque chose qui me paraît intéressant. Elle dit, ne dites pas non, dites plutôt stop. Et curieusement, elle fait remarquer que quand on dit non, regardez les sourcils, non, stop, stop, les sourcils sont la mimique est différente. Et je pense que ça traduit quelque chose de profond. Le stop porte simplement sur l'action. Le non, c'est une espèce de négation générale là, de l'enfant et une attitude de sévérité. Je trouve la nuance intéressante et elle me semble qu'elle traduit quelque chose de profond. Elle recommande de dire plutôt ça nous vient spontanément quelquefois, tu m'énerves. Non, ça m'énerve, mais pas toi. C'est pas toi, c'est ce que tu fais en ce moment. Oui, alors là, je voulais parler de l'histoire de traverser la rue. Je ne continue pas. Oui, elle insiste aussi sur le fait de ne pas croire tourner contre nous les crises des enfants quand ils sont petits, qui sont quelquefois simplement des moyens de sortir de la crise, justement, en pleurant très fort. Nous croyons que c'est contre nous. En fait, elle dit c'est pas une crise pour quelque chose, c'est une crise parce que à l'intérieur ils ont un mouvement d'émotion très fort et ils ont besoin de l'évacuer par des cris et par des larmes. C'est pas toujours facile à accepter, surtout quand ça se passe la nuit et que le soir quand on est fatigué. Mais enfin, je trouve que le conseil est judicieux. Ensuite, toujours sur les questions de conflit, quelques conseils de Jesper Juhl. Il dit, si j'avais un conflit avec mon ou ma meilleure amie, comment m'exprimerais-je? Je trouve que l'idée est bonne. Si nous étions, se conduire avec des enfants, comme nous nous conduirions avec nos meilleurs amis, comment réagirions-nous? Et il explique aussi que les crises sont des symptômes, sont des signaux, des messages à décoder, et que notre rôle, c'est de les prendre au sérieux et de les traduire en paroles claires, et notamment en collaboration avec l'enfant, cherchant à comprendre avec lui ce qui se passe. Chercher à rendre les conflits constructifs, plutôt que de chercher à avoir raison à tout prix, qui est la tendance que nous avons apprise souvent de nos parents, hein, j'ai raison, et c'est comme ça. Non, comment un conflit peut-il devenir constructif? Ça, c'est une attitude que nous n'avons pas spontanément, je crois. Et il va jusqu'à dire que le moment où les enfants apportent le plus à la vie de leurs parents, c'est quand ils sont le plus pénibles. Bon, il faut faire un bon travail sur ça pour s'en persuader. Mais il y a sans doute du vrai. Enfin, plus pragmatiquement, on peut. Les conflits, c'est souvent répétitif. C'est souvent répétitif au moment de l'habillement, au moment de partir à l'école, au moment de manger. On peut essayer d'anticiper les conflits de façon à les éviter. Je pense que vous avez tous l'habitude de cela. Bon, mais tout ça, c'est plus facile à dire qu'à faire, surtout quand on est seul.
Or, maintenant, il y a beaucoup de familles monoparentales où papa et maman se retrouvent seuls, et c'est vraiment très difficile, surtout de tenir ce cap de ne pas faire violence aux enfants dans une société où il est admis et même conseillé, recommandé de les faire. Alors je crois qu'il est important de se constituer un réseau de soutien. Un réseau de soutien, il y a 36 façons de se faire un réseau de soutien. Il y a des livres, il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur ces questions-là. On peut avoir des amis avec qui on peut partager cela. Si on a la chance d'avoir une association comme Près de Bébé, on peut s'y référer et y venir. On peut, quand on a un conjoint, lui passer le relais de temps en temps, quand ça va mal avec l'enfant. On peut aussi se donner des moments, si on peut, où on essaie de répondre d'abord à ses propres besoins. On a, surtout quand on est seul, on a quelquefois besoin vraiment de souffler un peu, peut-être quand on le peut, prendre un babysitter, ou se débrouiller avec une amie, ou échanger des services avec une amie, de se garder les enfants. Sur Internet, il y a des listes de discussions qui sont très bien. Je pense en particulier à la liste de Catherine Dumonteil-Crémer, Parents conscients, sur Yahoo, où vraiment il y a des discussions très intéressantes entre parents, où les parents échangent leurs difficultés et souvent trouvent des réponses qui peuvent, il me semble, les aider. Un dernier procédé que mon épouse a utilisé et qui lui a été bénéfique quand on est seul, même quand on est seul, c'est d'écrire ce qu'on vit, écrire ce qui nous arrive. Quand on l'écrit, on prend une certaine distance. Et ma femme, à un moment, c'était en difficulté avec une de mes filles, elle a eu ce réflexe-là, d'écrire. Ça lui a permis de réfléchir et de trouver une solution. Et la solution qu'elle a trouvée, je peux vous la communiquer aussi, c'est de voir sa fille, visualiser sa fille comme elle était auparavant. Il y a eu un moment où ma fille est devenue insupportable. Elle s'est mise à devenir grincheuse, alors que c'était une enfant très gaie avant. Tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi. Et ma femme ne supportait pas ça. Elle était elle-même joyeuse et elle ne supportait pas de la voir dans cet état. Et elle avait commencé à lui donner quelques gifles. Et comme elle ne voulait pas de ça, elle s'est reprise en écrivant et en se persuadant de visualiser sa fille comme elle était avant. Et bien, très vite, cette petite fille a changé d'attitude parce qu'elle était regardée comme elle était regardée avant. Et pas comme elle était en écho avec l'attitude qu'elle avait prise. Elle s'était bloquée dans cette attitude. Ma femme a réussi à la débloquer de cette façon. Voilà. Alors, je vous ai donné tout à l'heure un exemple qui montrait comment la violence éducative a des effets sur la société et des effets négatifs. Et je voudrais maintenant vous montrer un autre exemple d'inverse que je cite toujours, peut-être que certains d'entre vous ont entendu le citer ou s'ils ont lu mes livres, ils l'ont trouvé dans mes livres, mais je le trouve très fort. Que se passe-t-il quand les enfants sont éduqués à peu près comme je vous l'ai dit? Eh bien, on a un exemple assez extraordinaire. C'est une enquête qui a été faite sur ceux que l'on appelle les justes. Vous savez, ces gens qui ont, pendant la dernière guerre mondiale, sauvé une quantité de juifs en prenant d'énormes risques pour eux. Or, ils ont souvent fait ça spontanément, très vite, les décisions ont été prises très vite. Ils ont sauvé des gens qui ne connaissaient pas, des gens qui étaient des étrangers, d'une autre religion, parfois d'une autre langue. Donc, c'était de l'altruisme pur, vraiment. Il n'y avait aucun intérêt. Et d'ailleurs, quand ils sont, après la guerre, les gens qu'ils ont sauvés ont eu beaucoup de mal à les retrouver, parce qu'ils étaient rentrés dans l'anonymat et il fallait vraiment les chercher pour les trouver. Et il y a une enquête qui a été faite par un couple d'Américains, Samuel et Pearl Oleiner, ils ont voulu faire une enquête sur l'altruisme. C'est des bons exemples d'altruisme. Comment devient-on altruiste de cette façon? Ils ont voulu savoir comment ils avaient été éduqués. Ils ont réussi à en retrouver plus de 400, 406 exactement, et ils leur ont demandé comment ils avaient été élevés. Et les réponses qui sont revenues le plus souvent, il y en avait 4. La première réponse, c'est qu'ils ont eu des parents affectueux. Bon,
Beaucoup de parents sont affectueux, c'est essentiel, mais ce n'est pas tellement discriminant, ça ne permet pas de voir comment il y a pu y avoir, les justes n'ont pas quand même été très nombreux. Deuxième point, ils ont eu des parents qui leur ont appris l'altruisme, et probablement beaucoup plus par des exemples que par des paroles, par des sermons. Donc ils ont eu des exemples structurés. Troisième point, ils ont eu des parents qui leur ont fait confiance. Ça, plus difficile, hein. Surtout à l'époque où ça se passait. C'était au début du XXe siècle, donc à une époque où les enfants, on les traitait comme je vous ai montré au début. Et dernier point, ils ont eu une éducation non autoritaire et non répressive. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont pu s'épanouir dans un climat où ils étaient aimés, où ils avaient des exemples de gens qui leur montraient comment on pouvait se comporter, où ils ont acquis une confiance en eux-mêmes parce qu'on leur a fait confiance, et où ils n'ont pas été réprimés. Eh bien, voilà, ça a donné les justes. Et je trouve que c'est un exemple très très fort pour montrer que, contrairement à ce qu'on croit, une éducation qui respecte les enfants peut en faire justement des adultes, parce que nous avons précisément tout ce que je vous ai montré au début, toute cette base d'humanité en nous, dès le plus jeune âge, c'est des gens en nous. Hein. Et si ça peut se développer, ben ça donne des êtres formidables. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Alors maintenant, à vous la parole. Je crois qu'il n'y a qu'un micro, hein, on s'y appuie. Avant que quelqu'un prenne la parole, un petit mot de publicité, j'ai oublié. Les deux amis de l'Observatoire de la violence éducative ont rapporté des dépliants sur notre association, l'Observatoire de la violence éducative. Si vous ne l'avez pas pris sur la table à l'entrée, n'oubliez pas de me demander. Peut-être qu'on pourra en distribuer d'ailleurs. Voilà, à vous la parole. Objection, question, n'hésitez pas. Oui, bonjour. Moi, je voulais juste apporter une information par rapport à l'exemple que vous citiez tout à l'heure de votre fille qui n'avait pas peur que votre petite fille monte sur la chaise du tricycle. J'avais lu quelque part, mais je ne me souviens plus de la référence, que c'était aussi quelque chose qui fonctionnait dans notre cerveau, qui fait qu'en prenant de l'âge, au niveau hormonal ou neurologique, on avait tendance à beaucoup plus avoir conscience du danger que quand on est plus jeune. Donc voilà, c'est peut-être aussi une explication physiologique à cette différence d'attitude et pas seulement éducative. Moi, j'ai dû prendre l'âge très tôt. J'ai été très tôt soucieuse. Je crois qu'il y a une part de réalité là-dedans. Ma mère était très soucieuse et m'a communiqué. Ma femme a été très surprise quand elle m'a connu de voir à quel point je me faisais du souci. Et malheureusement, je l'ai transmis à un de mes fils. Il y a beaucoup de billes. C'est vrai que nous, qui sommes une génération de parents, on a tendance parfois à avoir des incompréhensions avec nos propres parents, mais ça peut être aussi simplement une différence comme ça d'âge. Voilà, c'était juste une petite précision sur ce point-là. Et puis, bon, tant que j'ai le micro, j'en profite. Il y a aussi un autre point que je voulais préciser par rapport à ce que vous disiez, c'était par rapport au coût. Quelque chose que moi j'ai remarqué qui est extrêmement stressant aussi, c'est la menace d'un coup à venir. Et même s'il y a très peu de coups, ça peut être aussi très stressant et parce qu'on ne sait jamais quand ça va tomber et à quel moment. Voilà. Et ça, c'est encore quelque chose qu'on entend beaucoup. Oui, c'est très important ce que vous dites. Et les frères et les sœurs de l'enfant qui est frappé subissent aussi un traumatisme.
c'est quelque chose qui répercute sur tout l'entourage. La peur de menace, la simple menace et les coups donnés. Vous citiez l'exemple de la pianiste virtuose. J'avais vu aussi un reportage où sa sœur était présente et était aussi très atteinte par ce qu'elle avait vécu. Peut-être moins combative que la sœur qui avait subi la violence, mais doublement traumatisée. Oui. Merci. Je reviens sur le passage où vous expliquiez que la violence avait reculé, alors qu'on entend, et nous-mêmes parfois on s'entend dire qu'on n'a jamais été dans une société aussi violente. Certes, ça s'explique probablement par l'essor des médias. Je pense aussi que le recul de la violence physique met en lumière la violence morale. Puisque, outre les coups qui laissent des traces visibles sur le corps, il y a aussi toutes les petites remarques qu'on peut entendre à longueur de temps et qui sont parfois dites de manière anodine, voire affectueuse. On entend souvent des parents presque se féliciter en rigolant « Oh, celui-là, un vrai petit cochon, il est toujours sale » et qui imprime une image aussi dans la tête de l'enfant sur lui-même. Alors parfois c'est dit de manière joyeuse, des fois c'est beaucoup plus violent que ça et ça se retrouve aussi dans les rapports entre adultes, avec les violences morales qu'on retrouve dans l'entreprise par exemple ou au sein des groupes. Et c'est peut-être encore plus pernicieux du fait qu'il n'y a pas de traces physiques justement de ces violences. Oui, c'est très important aussi, mais ça existait déjà parallèlement aux violences aussi fortes. Hein. J'étais très surpris, j'ai fait il y a, je sais pas, 15 ans, peut-être presque 20 ans, une espèce d'auto-analyse. Et j'avais été très surpris, j'avais passé en revue toute mon enfance et je me suis aperçu curieusement que j'avais beaucoup de souvenirs de moqueries. Jamais je l'avais réalisé. J'étais le dernier d'une famille et mes frères étaient gentils avec moi, mais ils se fichaient un peu de moi. J'étais le pitchoun, le petit, etc. Mais je me suis aperçu que je me souvenais de toutes ces petites boïmades, c'était presque rien. Mais une fois que j'ai pris conscience de cela, vraiment, ça m'a changé quelque chose en moi. Le simple fait d'avoir pris conscience. Et donc, c'est vrai, les humiliations, les moqueries, tout cela, c'est dur, c'est humiliant, c'est pénible à supporter, ça marque. Oui, en fait, je voulais parler des fois par rapport à nos enfants, justement, quand on est face à des conflits ou face à un comportement qu'on sent monter, en fait, ces pulsions qu'on peut sentir en soi et avec lesquelles on n'est pas du tout en accord et qui des fois nous dépassent et qu'on a du mal à gérer en tant qu'adulte. Donc du coup, les émotions au niveau des enfants, mais les émotions, nos propres émotions à nous aussi, qui de fois sont tellement débordantes, viennent prendre le dessus. Et c'est vrai que s'il n'y a personne à côté ou qu'il n'y a pas de réseau, c'est vrai que c'est difficile de pouvoir des fois s'en sortir. Et même en étant conscient du mal qu'on peut faire à nos enfants, c'est des fois tellement fort qu'on se laisse complètement envahir et on n'arrive pas à le maîtriser du tout. Et voilà, c'est quelque chose qui est souvent partagé autour de moi et qui est complètement... qui est très déstabilisant et qui est très culpabilisant aussi pour les parents. Voilà. Dans ces cas-là, quelquefois, le mieux c'est de quitter la pièce si on peut, d'essayer de retarder le déclenchement de l'émotion. Il y a des gens qui se mettent à chanter une chanson, qui comptent jusqu'à 10 ou jusqu'à 20, qui vont prendre un carré de chocolat. Personnellement, j'avais trouvé le moyen, à un moment, avec mes enfants, j'avais eu cette difficulté, et j'avais trouvé le moyen de faire du yoga. Certaines postures du yoga ont pour effet de retarder la réaction, de retarder le réflexe. Et effectivement, j'avais constaté que j'avais le temps de me dire « attention, tu vas faire une bêtise » et de trouver un autre comportement. Chacun, je crois, peut chercher un moyen de ne pas réagir, de mettre la réflexion à la place du réflexe, disons. Parce que c'est vrai, le réflexe peut venir très vite quand on est débordé, surtout quand on est seul avec des enfants à la maison, ça peut être
très épuisant. Mais le retardateur, ça peut être utile. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je crois aussi que c'est important d'expliquer, vous le disiez tout à l'heure, d'expliquer son sentiment à soi et de dire voilà, là je suis très en colère et je perds patience. Et, la patience était grosse comme ça, maintenant elle est petite. Si tu continues, j'en aurai plus du tout, donc je suis pas disponible. Et je conseille souvent, en fait je fais des ateliers Faber Lich et je discute avec beaucoup de parents et je conseille souvent de ne pas oublier ça. De ne pas hésiter à dire en fait qu'on n'est plus disponible. Oui, je crois que c'est un peu partie de ce que je disais des besoins intellectuels des enfants. Ils ont besoin qu'on soit vrai avec eux. Et c'est une façon d'être vrai avec eux. De leur dire, là, attention, je déborde. Alors, faites attention que ce ne soit pas une menace en même temps pour les enfants. C'est ça qui est délicat. Mais être vrai, c'est pas nécessaire et bon. J'ai une question, mais c'est un peu... Attendez, on va vous faire passer le micro parce que nous... Oui. Merci. Est-ce que, bon, bien sûr, j'adhère complètement. J'avais une question. L'enfant est né bon. Aujourd'hui, on fait attention, on est passé, comme vous disiez dans l'histoire, par des périodes atroces. C'est un peu l'histoire de l'œuf et la poule. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que les êtres humains, les animaux ne battent pas leurs enfants? Hein? Tout à l'heure, vous avez dit la meilleure partie, effectivement. Qu'est-ce qui a pu se passer? Est-ce que les chercheurs, ils ont pu se pencher sur qu'est-ce qui a pu arriver à l'humanité pour qu'elle devienne comme ça, à part quelques petites communautés des peuples qui sont moins violents, mais sinon on est tous passés, quoi. Voilà. L'origine, en quelque sorte. Alors, je vais peut-être prendre le micro parce que c'est... Merci. Très peu de recherche là-dessus parce que ça n'intéresse pas les chercheurs. Mais moi je me suis posé la question et il me semble avoir trouvé un début de réponse dans un livre qui est passionnant qui s'appelle Les instincts maternels de une femme dont le nom c'est je crois qu'elle est d'origine hollandaise, je ne sais pas vous dire, enfin Les instincts maternels, si vous cherchez ce titre-là, vous le trouverez. Où elle explique que, justement, c'est elle qui montrait que l'ocytocine a aussi cette fonction de rendre les mères très agressives à l'égard de toute menace sur les enfants. Dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs, les naissances étaient espacées de 6-7 ans. Pour des raisons diverses, les femmes marchaient beaucoup. Et donc étaient moins fécondes, elles allaitaient beaucoup. C'est deux raisons pour qu'elles soient moins fécondes. Et donc les naissances étaient espacées. Lorsque arrivait un enfant, les autres étaient déjà autonomes et donc ne posaient pas de problème. On a constaté dans les sociétés qu'on a vues au XXe siècle passer du stade de chasseur-cueilleur au stade de l'agriculture. Et les mères se sont mises à avoir des bouillies, pouvoir donner des bouillies de céréales aux enfants. Et à ce moment-là, les naissances se sont rapprochées. 2-3 ans. Un enfant de 2-3 ans, quand il voit arriver un concurrent, le suivant, en ce qui concerne le sein maternel, il prend mal. Et c'est pas parce qu'il est mauvais, c'est qu'on lui prend son bien. Et donc, il a pu y avoir là, ça a généralisé des comportements maternels qui sont venus spontanément, parce que le souci de préserver les enfants, quand ils sont jaloux, ils peuvent attaquer le nourrisson, hein, ils peuvent donner des coups, se coucher sur lui, gentiment. Donc, c'est pour le protéger, le nourrisson, les mères ont pu en arriver sans aucune mauvaise intention, d'intention de protection, à malmener les enfants. Peut-être que ça a pu ensuite être
théorisé dans les proverbes, on a dit c'est comme ça qu'il faut faire, et sans aucune mauvaise intention, ça a pu se perpétuer. À partir du moment où ça a commencé, ça ne pouvait pratiquement plus s'arrêter. Parce que c'était en route, ça se répétait de génération en génération. Alors il est resté des sociétés, un bon nombre de sociétés de chasseurs-cueilleurs, où on ne constate aucune punition. François Dolto citait l'exemple d'une société d'Amérique du Sud où un enfant avait mis le feu au village en jouant avec le feu. On ne l'a pas frappé, on ne l'a pas battu, on l'a nommé capitaine du feu. Voilà. Et vraiment, les sociétés qui sont restées vraiment au stade de la chasse et de la cueillette semblent avoir été beaucoup moins violentes. Ça veut dire que l'humanité a 200 000 ans, hein, l'humanité telle que nous la connaissons actuellement, elle a 200 000 ans, ça veut dire que pendant les 9 dixièmes de l'existence de l'humanité, on a pu rester pacifique. Or, les premiers signes de violence entre hommes, elles apparaissent vers, je ne sais plus, moins 12 000 à moins 15 000 ans, mais pas avant, on n'en trouve aucune trace. Donc il est possible que la société était en fait comme les sociétés de grands singes, qui sont des sociétés relativement pacifiques. Surtout les sociétés de bonobos. Vous savez que les chimpanzés, eux, ils ont tendance à chasser aussi, et quelquefois à être assez violents. Mais les bonobos, apparemment, et vous savez la raison qu'on donne du fait que les bonobos sont plus non violents que les autres singes, c'est qu'ils ont une organisation matriarcale. Ce sont les femelles qui ont le pouvoir et qui surveillent, qui veillent sur les enfants et qui veillent sur les mâles. Et les mâles ne se risqueraient pas à attaquer, alors que chez les gorilles et les chimpanzés, il y a beaucoup d'infanticides. C'est pas éducatif, hein, on ne sait pas trop pourquoi il y a ces infanticides, mais c'est sûrement pas éducatif. Voilà, donc une explication possible, mais je ne sais pas ce qu'elle vaut, hein, c'est ce que j'ai imaginé. Mais en tout cas, je ne pense pas que ça vienne de la nature humaine, que ce soit inné, puisque chez les singes, ça n'existe pas, et que chez ces sociétés de chasseurs-cueilleurs, souvent, ça n'existe pas. Il y a une question là-bas. C'était pas une question, c'était juste pour aller dans votre sens. Je ne savais pas la réponse que vous alliez faire à la dame, mais moi-même, quand j'ai eu mon deuxième enfant, j'avais eu la chance de lire le livre de Guy Morel à la naissance de mon premier enfant. J'avais fait une démarche intellectuelle en me disant je ne frapperai pas les enfants. Et quand j'ai eu mon deuxième enfant, ma fille aînée a un jour pris un cube et elle a tapé sur la tête de sa sœur. Et ça a été un réflexe terrible pour moi, puisque ce n'était pas du tout ce que je voulais faire. Je lui ai donné une fessée parce qu'elle a attaqué sa petite sœur. Et dans le groupe de discussion qu'on a aussi avec le PDG, il y a beaucoup de mamans qui ressentent un rejet pour l'enfant aîné quand le deuxième arrive, quelle que soit la différence d'âge, et qui peut générer de la violence. Et c'est aussi quand même quelque chose qu'on retrouve chez les animaux. Par exemple, la femelle chamois, quand elle a son deuxième petit qui arrive, le premier, on lui dit tiens, maintenant tu te débrouilles. Et chez l'humain, on ne peut pas faire ça parce qu'on a besoin de parents en 18 années. On ne fait pas des enfants avec 18 ans d'écart. Et c'est aussi, voilà, c'était une explication qui pour moi était plausible, mais je ne savais pas que vous feriez cette réponse-là qui est finalement la même sur l'ocytocine, qui peut nous rendre très protectrices et très agressives pour nos bébés. Moi, je trouve qu'une des grosses difficultés aussi, c'est de mettre le doigt sur nos émotions, de savoir les exprimer. Enfin, moi, j'ai une éducation où l'expression de mes émotions a été très réprimée. Et devenir mère, c'est vrai que voir mon enfant exprimer ses émotions, je me suis dit qu'il y avait peut-être là aussi une clé et qu'il fallait que je fasse attention à le faire pour moi aussi. Et que c'était peut-être une solution qui était pas mal. Et mon retardateur à moi, c'est d'aller aux toilettes. Très efficace. Encore plus efficace, vous y mettez le livre La Fessée. Excellent. Pas mal pour évacuer. Ce que vous dites, oui, c'est important. L'expression des émotions, d'autant plus qu'on n'avait pas le droit de les exprimer, c'est pas du tout spontané. C'était encore moins spontané chez les hommes que chez les femmes. Et n'oubliez pas que enfant, ce que veut dire le mot enfant,
c'est qui ne parle pas. Alors, ça a les deux sens, c'est bon, qui ne sait pas encore parler, mais dans beaucoup de sociétés, pendant très longtemps, c'était les enfants n'ont pas le droit de parler, ils ne doivent pas parler. À table en particulier, il y avait une forme de répression de la parole très forte, et ça peut se rejoindre un peu ce que vous dites. Il y a une autre question? Oui. J'avais une question par rapport justement à la parole, mais concernant les violences éducatives. Moi, je me suis retrouvée souvent, là on est un peu en train de personnes intéressées, mais à essayer de parler du sujet à d'autres et à être dans une situation où la personne, alors que je parle simplement de ce qui peut nous arriver à tous, se trouvait agressée et donc refuser tout échange sur la question de la violence éducative ordinaire. Ma question, comment pouvoir l'aborder de façon constructive ou simplement, parce que c'est vrai que c'est une grande difficulté à laquelle je suis confrontée. C'est très très difficile. C'est très difficile. Et il y a le barrage là. Le barrage, à mon avis, il vient du fait que quand on remet en question cette forme d'éducation, on remet en question les parents, et ça c'est très très douloureux, et l'attachement qu'on a sur ses parents fait qu'on refuse de le faire. Un bon moyen, quelquefois, c'est simplement de demander à la personne comment elle a été élevée elle-même, de s'intéresser à la façon dont elle a été élevée, puis dialoguer à partir de là, sans critiquer. C'est un peu inutile de chercher à convaincre, mais ça peut être... Les gens, quelquefois, se confient volontiers sur la façon dont ils ont été élevés. C'est vrai aussi, je l'ai constaté dans le milieu professionnel, c'est-à-dire avec des professionnels de l'enfance, de se retrouver dans des situations terribles sur un sujet, habituellement, ils sont touchés directement. On peut s'appuyer aussi, si tu me permets, Brigitte, oui. On peut s'appuyer aussi sur les recherches justement scientifiques que parlait Olivier tout à l'heure, en disant, aujourd'hui, en fait, il se trouve qu'on a beaucoup fait de recherches sur l'influence de l'éducation, qui a des conséquences désastreuses sur le cerveau et qui peut engendrer ensuite des difficultés comportementales sur notre vie d'adulte. Et aujourd'hui, on ne peut plus ignorer ça, parce qu'il y a des publications qui sont faites par des auteurs, notamment, je vais parler d'Olivier ou d'autres livres, notez Isabelle Filiosa ou d'autres, et aujourd'hui, on ne peut plus ignorer ça. Je suis très étonnée de vous entendre aussi désarmé sur ce sujet-là, ou ignorant encore, parce qu'aujourd'hui, on a tout à notre service pour justement avoir la connaissance là-dessus, sur l'influence de l'éducation. Ça, on peut le dire. Aujourd'hui, on peut être fort justement de ces travaux scientifiques qui sont faits, en les mettant en avant, parce que les gens ont besoin effectivement de preuves, ça compte beaucoup. Et les neurosciences. C'est pas tout le monde qui lit les livres. Oui, c'est bien. Oui, c'est pour ça, c'est bien, je trouve, de mentionner le fait qu'il y a des bouquins là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit d'ignorer effectivement les conséquences de ces comportements-là, de ces traitements-là sur les enfants. Il y a aussi des grands philosophes, des grands psychologues qui se permettent d'avoir des discours de violence. Oui, c'est vrai. Des psychiatres. C'est vrai. Mais il ne faut pas oublier les bons livres. Ça peut être la conclusion. Après, non plus à se questionner, à se mettre de côté, et à s'interroger. Donc c'est pour ça qu'on est souvent face à dans des discussions tout à fait anodines, où on se retrouve face à des parents ou même à des professionnels qui refusent tout dialogue parce que non, un enfant, effectivement, une petite fessée, ça ne fait pas de mal. Oui, il faut l'écouter, mais non plus, c'est pas un roi parce que c'est quand même l'adulte qui doit donner le cadre. Les donner un cadre, c'est aussi écouter et trouver des limites pour que chacun puisse s'y épanouir dedans. Mais penser à être capable de se décaler. Je pense que la plupart des parents, malheureusement, enfin des adultes en général, ont cette difficulté-là, surtout face à un enfant. C'est comme un roi, malheureusement, c'est encore cet état d'esprit où on l'a fait et il est
Puis on ne sait pas comment faire autrement. Ouais, c'est ça. Je crois que quand on propose des alternatives, on donne envie, enfin, on n'oublie pas. Moi, j'ai beaucoup de copines qui sont pas encore maman et qui discutent déjà que je ne suis pas encore maman. Et on discute, et la première chose que j'entends, c'est enfin, moi, je suis pas mais j'ai même pas encore parlé du truc. Et en fait, je crois qu'il y a quelques années en arrière, je m'y arrivais un peu plus. Maintenant, j'écoute et je me pose et je me dis, bon, si la personne me dit ça, c'est qu'il y a un vécu où, parce qu'on est en difficulté, ça ne choque pas, je me sens entendu, mais on va pas marcher, donc ça fait grave finalement. Et ça casse aussi, si j'en ai pris là, et je suis quand même construit finalement, tout maintenant. Et du coup, l'écoute donne aussi à un moment dans la discussion ce truc, bon, ok, mais alors, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu proposes? Et là, quand il y a des alternatives, que ce soit guidé vers des livres, ou des ateliers, ou des groupes de parole, etc., j'ai l'impression que, enfin, ça m'est arrivé pendant cette semaine en plus, avec deux des copines qui étaient vraiment fermées là-dessus, quoi, éviter la punition, mais c'est pas grave de punir, machin, c'est normal. Et en fait, enfin ouais, voilà, ce que je veux dire, c'est qu'en proposant des alternatives, j'ai l'impression qu'on peut décoincer des choses, quoi. Mais que c'est difficile de... Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que justement, comme le soulignait M. Morel, c'est que quand on se sent agressé, on a des réactions de stress et donc d'évitement ou de défense. Et quand on met en lumière les gens face à cette violence, ils se sentent agressés, ils se sentent forcément dévalorisés ou agressés ou remis en question, et c'est quelque chose de très difficile. Donc une piste pour aborder le sujet avec votre ville, c'est de parler des autres, mais surtout pas de la personne à qui on s'adresse, je pense, sur ce sujet-là. Sinon, je voulais juste revenir sur la question des origines de la violence. Vous exploriez éventuellement une piste sur le fait du rapprochement des naissances et donc des mères qui se montreraient violentes envers les aînés. Je pense qu'il y a aussi le schéma de société patriarcale où l'homme peut souhaiter ou peut avoir besoin d'écarter les enfants de la mère pour pouvoir s'approprier aussi la femme. Voilà, donc c'était juste une petite remarque féministe pour dire que voilà, les origines sont sûrement multifactorielles et un peu aussi bien des hommes que des femmes. C'est possible, non mais oui. D'accord. Et peut-être dans les pistes aussi, moi ce qui me vient à l'idée, c'est aussi la difficulté, la disponibilité que les enfants plus petits ont besoin. Et du coup, d'espacer de naissance de 6-7 ans à plus que 2-3 ans, le besoin de l'enfant est complètement différent. Et du coup, ça demande aussi à la mère d'être doublement disponible et de puiser encore plus dans sa disponibilité, dans l'affectif, de donner encore plus et peut-être aussi de... Voilà, je pense à la difficulté maternelle qu'on peut avoir quand on a des enfants en bas âge rapprochés qui demandent énormément et on a envie de satisfaire tous les besoins. Il y a des fois où on ne peut pas parce que des écarts de 1 an, 2 ans, 3 ans, même 4 ans, c'est des fois impossible. Et peut-être sur les écarts de 6-7 ans, c'est peut-être quelque chose qui est un peu moins inconfortable peut-être pour la maman. C'est possible. Permettrait aussi de pouvoir passer au relais quand c'est nécessaire. Tout bébé n'est pas dans le milieu. Encore des questions? Si vous souhaitez approfondir cette question, j'ai apporté quelques livres, si vous voulez, qui sont à votre disposition. On vous remercie beaucoup d'être venu jusqu'à nous et puis à vous aussi également d'être venu jusqu'ici pour cette conférence. Bonne soirée à tous. Merci. Merci.